Après les bilans de Netflix et Amazon, je me penche cette semaine sur la première partie de saison des networks américains. Comme vous avez pu le voir sur la vignette, il n'y en a que 4 concernés parce que 2 chaînes grappillent à elles seules la majorité des réussites de l'année. Allez, je passe à l'analyse. Générique. Comme je le disais dans mon analyse sur Netflix, l'année 2018 était pauvre sur le papier car les têtes d'affiche que sont Game of Thrones ou Stranger Things n'étaient prévues que pour cette nouvelle année 2019. Bien sûr, des nouveautés étaient annoncées comme prometteuses, mais globalement, je m'étais fait une raison. Pourtant, les scénaristes n'étaient pas tous de cet avis et certains avaient caché dans leurs manches de belles cartes qui seraient passées inaperçues une année plus classique. Je vais commencer par 2 séries qui n'ont pas le succès qu'elles méritent, une série qui est ressortie des tréfonds de l'oubli et de l'ennui, une série que j'avais conseillée et qui s'installe tranquillement, et finalement une série que j'avais zappée mais qui est nettement meilleure que ce que j'attendais. Commençons donc par la série la plus adulte dans tous les sens du terme, The Deuce, est diffusée sur HBO depuis septembre 2017 et c'est la 2e saison qui a vu le jour cette année. On découvre dans cette série sans aucune censure le développement de l'industrie pornographique dans la ville de New York à la toute fin des années 70 suite à la légalisation du cinéma adulte. On voit donc dans The Deuce toutes les lignes bouger et tous les milieux s'adapter à cette révolution. Les prostituées voient un moyen de s'extraire de l'enfer de la rue pour tenter l'aventure dans un nouveau monde plein de paillettes. La mafia s'engouffre dans la brèche pour récupérer le pognon qui est toujours bon à prendre et les proxénètes voient tout ça comme une perte de pouvoir d'un côté mais une opportunité pour certains de devenir plus que de simples acteurs de la rue. Maggie Gyllenhaal et James Franco sortent du lot dans cette série et vont prendre de l'ampleur dans ces quartiers complètement perdus de la grande ville de New York. Il n'y a rien de familial dans cette série, aucun filtre n'est mis en place pour protéger les esprits fragiles, il est évident que The Deuce ne pourra jamais être diffusé à la télé française. Par contre, si vous voulez suivre une série adulte, très bien réalisée, qui traite d'un tournant dans la ville de New York, mais plus globalement dans la société américaine, extrêmement puritaine d'un côté, mais complètement ouverte à tous les excès pornographiques de l'autre, si vous voulez suivre l'histoire de personnages qui peuvent d'un côté passer du fond du caniveau au sommet de l'affiche, et de l'autre autrefois détenteurs du pouvoir de la rue, jusqu'à des roquets seulement capables de faire du bruit sans même pouvoir mordre, vous trouvez dans The Deuce une histoire passionnante et pleine de talent. Je m'étonne un peu du manque de succès de cette série qui mérite à mon goût bien plus d'attention qu'elle n'a aujourd'hui. Certains la regardent de haut, les autres détournent leur regard parce que ce côté crade peut paraître rébarbatif, mais certaines histoires sont belles et la portée du scénario est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Si vous avez déjà regardé cette série, donnez-moi votre avis. Si vous aimez, rejoignez le club, mais si vous n'avez pas accroché, dites-moi ce qui vous a déplu, je suis curieux de voir ce qu'on peut lui reprocher et je dois certainement être trop accroché pour voir les défauts. Vous pourrez d'ailleurs faire la même chose pour la 2e série qui m'a marqué cette année. Succession est là aussi une série bien plus complexe qu'elle ne donne l'impression au départ. Succession, qui est diffusée depuis le mois de juin 2018 elle aussi sur HBO. Logan Roy détient à lui seul la quasi-totalité du paysage médiatique aux États-Unis, en étant propriétaire de la société Royco. Avec la progression d'Internet et des nouveaux médias comme YouTube, l'avenir des chaînes traditionnelles ou de la presse papier est remis en cause et on ajoute à ça l'âge de Logan Roy qui s'approche tout doucement d'une retraite bien méritée mais qui va en quelque sorte être précipité par des problèmes de santé. À côté de tout ça, les 4 enfants de Logan sont tous des adultes bien écartés des vrais problèmes du monde parce qu'ils n'ont connu que la richesse et le luxe d'une vie dans la tour d'ivoire que leur a construit leur père. Le résultat, c'est un Kendall successeur officiel, accro à la cocaïne et complètement incapable de prendre une décision sans avoir eu l'aval de son père. Roman, qui est le plus amoché par la vie, qui a connu toutes les addictions qui peuvent exister et qui cache tous ses problèmes derrière un comportement choquant. Siobhan, qui essaye de s'écarter de l'univers de son père en se lançant dans la politique et en approchant un candidat qui n'a qu'une envie, c'est enterrer le géant Logan Roy. Et bien caché dans sa maison du désert, Connor est la Suisse de la famille Roy. Il ne prend aucune décision et ne veut surtout pas avoir de rôle dans cet empire et préfère essayer d'épouser une prostituée de qui il est tombé amoureux. Tout le scénario de la série sera la succession de Logan Roy qui ne sera facilitée par personne. Que ce soit les enfants qui sont complètement inconscients des vrais problèmes de société actuels, mais qui ne cherchent qu'une chose, gagner la considération de leur père en se faisant passer pour les rebelles, Logan qui essaye tant bien que mal de garder le peu de pouvoir qu'il lui reste, et derrière tout ça, c'est la fin d'une époque pour les médias qui doivent s'adapter à la révolution d'Internet et des nouvelles technologies.
C'est drôle parce que les réactions des uns et des autres sont complètement hors normes. C'est profond parce que c'est une réflexion sur la société américaine et c'est dramatique parce que cette famille se déchire de tous les côtés, mais chaque membre essaye de montrer qu'il peut être le sauveur et cherche à se faire aimer d'un père trop impressionnant et de ses frères et sœurs qui veulent paraître ce qu'ils ne sont pas vraiment. Un bon moment. Là aussi, Succession n'a pas le succès qu'elle mérite et si vous l'avez vu et que vous n'avez pas accroché, dites-moi ce qui cloche selon vous. Si vous êtes d'accord avec moi par contre, allez-y, j'accepte tous les compléments qui peuvent passer par la tête. Passons maintenant à un tout autre univers. J'étais à 2 doigts de prendre une décision définitive parce que j'en avais marre de passer 90% des épisodes à regarder les personnages se parler sans jamais vraiment rien dire d'important pour découvrir dans les 5 dernières minutes un événement qui était placé là pour nous pousser à regarder l'épisode suivant. Vous l'aurez compris, je parle de The Walking Dead. The Walking Dead est diffusé depuis octobre 2010 sur AMC aux États-Unis et sur OCS en France. Après avoir révolutionné le monde des séries en adaptant un comic plein de succès et de retournements de situation, la série commençait à s'enterrer dans une routine déprimante pour les fans avec des zombies qui ne jouaient plus aucun rôle sauf celui de pot de fleurs dans le paysage et des groupes de personnages qui se déchiraient pour savoir qui allait être le plus ennuyeux ou le plus pleurnicheur. Cette année, le casting change en profondeur, l'équipe est dirigée par un nouveau showrunner, Angela Kang, et la conséquence directe, c'est un retour à ce qu'a fait le succès de la série à son départ, un univers sombre, bien flippant à souhait, et des retournements de situation qui remettent en cause tous les acquis installés depuis 9 ans. J'ai lancé les premiers épisodes par simple habitude au départ de la saison, et je pensais faire avec The Walking Dead ce que j'ai fait avec Arrow, l'oublier en gardant quelques bons souvenirs d'une époque meilleure. Et j'ai découvert dans cette 9e saison que changer un ou deux membres de l'équipe a suffi à relancer la machine, et là où j'avais envie de lancer ma télécommande dans la télé la saison dernière en voyant des zombies capables d'infiltrer une maison pleine de survivants et de se nourrir tranquillement sans même réveiller les personnages placés là pour se servir de garde-manger, la saison 9 de The Walking Dead est très bien réalisée. L'épisode centré sur Rick offre un paquet de petites références plus ou moins subtiles et qui rendent nostalgique. Le saut dans le temps de 6 ans crée une nouvelle mécanique en laissant des zones de mystère assez sympathiques et l'arrivée récente des chuchoteurs s'est faite de manière insidieuse avec une mise en scène parfaite et la remise en cause de l'assurance des uns et des autres avec une nouvelle menace bien plus inquiétante que ce qui a pu se présenter jusqu'à présent. Remettre au milieu de la scène les morts vivants était une idée si évidente que personne n'y avait encore pensé. À vous de me dire ce que vous avez pensé de cette saison de The Walking Dead. Est-ce que vous avez comme moi retrouvé les points forts des débuts de la série? Qu'attendez-vous des chuchoteurs? Et qui seront les prochaines têtes d'affiche à nous quitter? Parlant de têtes d'affiche, je passe à la prochaine série phare de cette année 2018. Encore une série qui connaît des hauts et des bas dans l'opinion. Contrairement aux précédentes, les avis sont clairement tranchés concernant Westworld. Diffusé sur HBO depuis 2016, Westworld est l'adaptation d'un film des années 70 avec Yul Brynner. Autant pour les séries précédentes, je n'ai aucune idée de ce qui peut leur être reproché, autant là pour Westworld, j'ai une idée bien précise des défauts évidents de la série. Je sais, je comprends que beaucoup puissent être complètement allergiques à une série qui a été capable de construire ses débuts comme un pilote sur une saison entière, où les lignes temporelles s'entrecroisent et se multiplient de manière exponentielle au fil des épisodes, et où l'action peut se limiter à un seul épisode sur une saison entière. Mais une série qui est capable de construire un univers aussi complexe, attribué à des androïdes une intelligence émotionnelle bien plus forte que certains humains, construire une énigme sur 4 à 5 niveaux de réflexion, cette série réussit à m'accrocher à chaque épisode. J'aime quand je n'ai pas juste à être un simple spectateur, et se creuser un peu pour comprendre certaines scènes est assez sympa au final. J'aime la bande son créée par Ramin Djawadi, qui est capable de reprendre des titres qu'on croyait intouchables et de les rendre encore meilleurs avec une instrumentalisation sortie d'une autre planète. Je vous accorde que certains moments de cette saison 2 étaient un peu trop... et pas assez... Mais la construction de la série nous livre un univers qui est magnifique et tellement triste en même temps, avec des personnages qui semblent tous enfermés dans un cycle dont ils ne peuvent pas sortir. On pensait au départ de la série que les hôtes étaient bloqués dans un cycle infini, mais plus on avance dans le scénario, et plus on se rend compte que ce sont eux qui sortent de leur carcan. Et ce sont en fait les humains qui sont coincés dans une boucle infinie, créée par leur esprit et par les traumatismes de leur histoire. Je suis saoulé moi aussi à certains moments de voir traîner les intrigues qui ne servent qu'à gagner du temps avant la révélation finale, mais on est tellement habitué à éviter chaque frustration, on ne sait plus apprécier les vrais bons moments d'une histoire. Westworld est une prise de tête qui manque d'action et de rebondissement, mais quand les cartes sont dévoilées, le jeu est d'autant plus impressionnant. J'aime cette série et je comprends que certains la détestent, donnez-moi votre avis, même s'il est mauvais. Voilà, maintenant que j'ai épuisé les gros morceaux, je vais pouvoir passer aux séries un peu plus légères, mais qui restent quand même de bons moments, et surtout avec des idées de qualité. L'idée de Manifest n'est pas la plus originale et on a pu voir un concept à peu près identique dans des grosses séries à succès avant elle. Les 4400, Lost, ces deux séries mixées ensemble pourraient vous donner une idée du scénario si vous n'avez aucune idée de ce qu'est Manifest. Elle faisait partie de mon top 10 des séries de la rentrée et je maintiens mon choix.
Manifest est diffusé sur NBC depuis septembre dernier. L'histoire est relativement simple, un avion qui part de la Jamaïque pour se rendre à New York connaît des turbulences et à son arrivée à l'aéroport, les autorités locales dévoilent aux passagers que l'arrivée a été retardée de 5 ans. Où ont disparu les passagers pendant ces 5 ans ? Pour eux, le voyage s'est déroulé de manière normale, mis à part ces turbulences. Un lien commence à se créer entre tous ces passagers, ils ressentent des choses étranges qui les poussent à s'entraider ou à corriger des erreurs qui les concernent directement ou indirectement. On n'est qu'à la moitié de la saison, mais une mythologie est en train de se mettre en place, des mystères sont dévoilés qui permettent de découvrir des mystères encore plus mystérieux. Manifest est une série qui peut durer très longtemps, et j'espère qu'elle ne va pas s'enterrer dans un système à la Lost où l'histoire principale ne se dévoile que par petites pièces derrière des épisodes qui ne servent qu'à combler le temps. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et chaque épisode apporte son lot de révélations. Les personnages ont tous de l'importance, que ce soit Michaela, Ben ou Saanvi. Ils ont tous une part importante et ce lien qui se crée entre tous les passagers du vol 828 annonce tout un tas d'événements à grande échelle dans les épisodes à venir. Elle a été achetée par TF1 et ressemble aux séries de TF1, une grosse machine qui est faite pour durer un bon paquet de saisons et qui va accrocher pas mal de spectateurs. En général, je décroche au bout de 2 saisons aux séries achetées par TF1, mais là, je reste confiant parce que les acteurs sont crédibles et l'intrigue ne pousse pas à faire un épisode par personnage à la manière des 4400. Pour l'instant, Manifest est donc une bonne série, pas une surprise parce que c'était un gros morceau clairement annoncé, mais j'attends de voir la suite et je reste confiant pour les épisodes qui restent. Mis à part quelques accidents comme Contagion, Forever, qui sont limités à une saison, TF1 fait en général de bons choix en termes de séries. Si Manifest n'était pas annoncé au mois d'août dernier dans la grille des programmes de la chaîne, la nouvelle série de NBC New Amsterdam faisait partie des séries évidentes pour la chaîne française. New Amsterdam a fait ses débuts sur NBC en octobre 2018. Je pensais la mettre dans mon top 10 au départ parce que l'idée était sympathique, mais je l'ai écartée en ayant lu certaines critiques plutôt négatives. Je l'avoue, parfois je fais trop le difficile et je devrais rester sur mes premières impressions. J'ai mis du temps à lancer les premiers épisodes de cette série médicale. Vous allez me dire encore une série dans un hôpital, il y en a trop, c'est toujours la même chose. En fait, oui, mais non. New Amsterdam est un hôpital de New York, mais contrairement à la plupart des hôpitaux, New Amsterdam est un établissement public. Ce qui veut dire qu'à la manière des hôpitaux français, on est encore loin du système médical français quand même. En tout cas, cet hôpital accepte tous les patients et est obligé de tous les traiter sans distinction. Forcément, le résultat, c'est que le budget de l'hôpital est rapidement limité et que son fonctionnement est un peu plus chaotique que la plupart des établissements plus classe du voisinage. Pour corriger les problèmes de budget, la direction de l'hôpital a recruté un tout nouveau directeur qui a pour mission de remettre dans le vert les comptes et garder New Amsterdam à son niveau de soins. C'est donc Max Goodwin qui fait son arrivée avec des idées plutôt révolutionnaires pour ses collègues et pour les dirigeants. Son obsession, c'est de savoir comment il peut aider ses collègues pour qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions, comment il peut aider les patients pour les sauver de maladies tout aussi étranges et exotiques que ça pouvait être le cas dans les séries médicales qu'on a tous connues. Même si on est à des milliers de kilomètres du système de santé français, on retrouve dans New Amsterdam quelques problèmes qui peuvent ressortir des hôpitaux de chez nous. Le manque de budget, le chaos général, des médecins toujours sur le fil entre l'erreur et le choix de génie. New Amsterdam, c'est comme Grey's Anatomy, mais en un peu plus crade et un peu plus chaotique. Tous les médecins ne sont pas de beaux gosses, et tous les patients ne sont pas forcément des stéréotypes du patient qui va servir l'intrigue de l'épisode. Même Max a une vie pourrie. Bref, New Amsterdam est une bonne série, parce que c'est une série bordélique, et que ça fait plaisir parfois de pas être dans un petit cocon parfait, comme peut être le Seattle Grace Memorial. Ça y est, j'ai passé le plus gros des séries américaines, il n'en reste plus qu'une, et celle-là est une série feel good. Achetée par M6 et diffusée depuis octobre 2018 sur ABC, The Rookie raconte l'arrivée au LAPD de John Nolan qui vient de sortir de l'école de police. Le seul truc, c'est que John Nolan est un rookie de 40 ans. Il a choisi d'entrer dans la police après avoir vécu un braquage de banque et s'être découvert un courage bien caché pendant des années. La série suit donc Nolan et ses 2 collègues rookies, Lucy et Jackson, dans leur formation durant leur première année dans la police de Los Angeles. Et face à des affaires qui vont du taré qui a des hallucinations en plein milieu du trafic, à la course-poursuite derrière des braqueurs surarmés et prêts à tout pour prendre la fuite. L'idée de placer un homme en pleine crise de la quarantaine face à des jeunes débutants surmotivés est sympathique, mais je pense qu'elle va vite montrer ses limites quand les premières difficultés seront épuisées. Jusqu'à présent, les épisodes sont plutôt énergiques, quelques doses de comédie sont placées pour alléger les difficultés du métier de policier, chaque personnage a son propre bagage et très peu sont juste là pour faire de la simple figuration. Bref, The Rookie est un peu à l'image de ce que pouvait être L'Arme Fatale à ses débuts. Une bonne série détente, qui n'est pas stupide pour autant et qu'on prend plaisir à regarder à chaque fois sans trop se prendre la tête. Je la conseille parce que ça fait aussi du bien et Nathan Fillion est un bon acteur qui ne se prend jamais trop au sérieux.
Voilà pour ce bilan de mi-saison, mon choix du top 3 des séries que je viens de vous présenter est assez éclectique. D'abord, la belle surprise de voir que The Walking Dead était récupérable, qu'il était possible de proposer une série de zombies avec des zombies qui font un peu flipper, et que la principale inquiétude ne pouvait pas juste être de savoir si Maggie allait s'entendre avec Rick sur l'avenir de Negan. Je pensais pas que cette question pouvait se résoudre en éliminant Eric et Maggie. Pour mon deuxième choix, je sais qu'il sera pas forcément partagé, j'adore The Deuce. Cette série est pleine de talent au pluriel, parce que la totalité des acteurs réalise une performance de qualité et le sujet est tellement loin de ce qui a pu être traité jusqu'à présent que je regarde chaque épisode avec plaisir. Pour finir, comme pour mon bilan sur Amazon, j'avoue une erreur. New Amsterdam est passé à mes yeux d'une potentielle bonne idée à un beat total et finalement c'est une belle surprise. J'aime les séries médicales, je l'avoue, mais elle sort vraiment du lot grâce à cette petite touche de crasse apportée à un système de santé américain bien trop propre jusqu'à aujourd'hui à la télé. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je pensais avoir un peu plus de temps pour mes bilans, mais les vacances m'ont pas vraiment permis de boucler les séries françaises. Je vous propose donc le choix pour la prochaine vidéo. D'un côté, comme je viens de le dire, un bilan de mi-saison avec mon top des séries françaises, et de l'autre, une présentation de la nouvelle série complètement déglinguée, Deadly Class, qui ressemble à un mélange entre Sucker Punch et Fight Club. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, cliquez pour suivre mes vidéos, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines idées que je vais avoir. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, si vous pensez que j'ai raison, si vous aimez le montage parce que j'y passe un temps de malade et n'oubliez pas de partager un maximum les vidéos pour qu'on soit encore plus nombreux. Merci encore, je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.